ben, d'abord, merci pour l'invitation à l'Expo. Merci, Madame Richard, Monsieur Vaillancourt, c'est super éclairant de vous entendre. Vraiment, on est très heureux de vous avoir comme membre du CIROD aussi. Je me permets de le dire publiquement parce qu'on est en train d'essayer de développer tout le volet santé environnementale, en fait, au sein du CIROD, qui est effectivement le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. Donc, nous, on est dans l'interdisciplinaire, on est aussi dans le transdisciplinaire, donc à essayer de faire de la recherche le plus possible en partant des besoins du terrain. Mais sans plus tarder, vous avez une image de notre premier système de santé, n'est-ce pas? Hein? Peut-être que M. Barrette ne le voit pas comme ça, mais à bien des égards, quand on réfléchit un petit peu plus en profondeur, puis on regarde qu'est-ce qui nous permet simplement d'être en vie, on en vient à cette image-là. Et force est de constater, bon, en entendant M. Vaillancourt, mais aussi en lisant les derniers rapports sur le climat, mais aussi sur l'état de la biodiversité, sur l'état des inégalités, sur les liens entre la pollution chimique et bon nombre de maladies de tout genre, il y a de quoi être déprimé, en fait, comme chercheur, comme simple citoyen. Puis parfois, face à cette espèce d'abondance d'informations plutôt si on veut, négative, on peut avoir très envie de se mettre la tête dans le sable. Pendant longtemps au Canada, on l'a fait en la mettant dans les sables bitumineux, ce qui était très efficace pour pas avoir une perspective trop large. Ou alors, on peut décider de réfléchir de manière plus générale aux causes de bon nombre de ces problèmes-là. Et très souvent, ben, on en vient à des causes qui sont de nature économique, du fonctionnement du système économique et de sa manière d'externaliser les coûts environnementaux et sociaux. Donc, si on veut voir comment est-ce qu'on peut intervenir, parce que c'était autour des interventions qu'on m'a demandé de faire ma présentation d'aujourd'hui, alors je pense qu'il faut réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut s'engager dans la transition, de quelle manière, une transition vers une économie verte. Souvent, quand on dit économie verte, pour bien des gens, ça veut dire plus technologie verte. Pourtant, si on regarde la définition du PNU, celle qu'on utilise au CIROD et qui est grandement utilisée en fait au sein des organisations des Nations Unies, c'est une définition qui met en avant-plan les questions de bien-être et d'équité sociale. Puis je vous dirais que quand je parle à mes ingénieurs, parce que moi je viens plus des sciences sociales comme vous le savez, et au CIROD en fait on est basé à la Polytechnique, et ce qui m'a le plus surpris en fait dans mes discussions avec eux, c'était à quel point ils disaient que le changement n'allait pas reposer sur les technologies vertes, mais sur les changements de comportement. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que souvent, même dans ceux d'entre nous qui sommes plus en sciences sociales, on a beaucoup d'espoir dans les technologies. Puis en fait, quand on parle aux gens de techno, ils nous parlent de l'inverse. Et quand on parle des gens en sciences sociales, ils nous parlent des technologies. Donc, comme quoi, on a vraiment besoin de se parler, de travailler ensemble, de communiquer et de développer des solutions communes dans nos interventions. Donc, si on veut intervenir de manière intelligente, il faut évidemment se questionner sur les sources de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on pense à une transition économique aussi avec plus faible émission de carbone et de gaz à effet de serre en général, bien, force est de constater que pour le Québec, le transport a une grande part, l'électricité, les déchets, l'agriculture aussi, l'industrie, mais il y a quelque chose de transversal à ça, parce que souvent on entend beaucoup de transport, mais dans le fond, le transport inclut en fait tout le transport des biens de consommation aussi. Donc, toute la société de surconsommation, souvent quand on pense à ça, on se questionne plus sur la part industrie, mais il y a une bonne part du transport aussi qui est liée à notre système donc de surconsommation et un mode de production qui est beaucoup axé sur l'obsolescence planifiée. Je ne m'étendrai pas, je pense que vous l'avez tous constaté, quand on veut faire réparer quelque chose, on nous dit que c'est moins cher de remplacer. Pourtant, dans l'ensemble, on est dans un système qui encourage beaucoup le gaspillage. Vous savez, 30 à 50% de la nourriture produite est gaspillée. Ce gaspillage-là, ce n'est pas seulement un gaspillage de nourriture, c'est un gaspillage d'énergie, c'est un gaspillage de ressources, d'une part de la fertilité des sols, c'est un gaspillage de travail humain aussi qui s'inscrit dans tout ça. Quand on parle de gaspillage aussi, c'est dans notre manière d'utiliser certaines ressources. On pense à la voiture. Une voiture, c'est stationné 92% du temps. Est-ce que c'est une utilisation
intelligente d'une ressource, sachant l'espace que ça prend dans une ville, sachant toute l'empreinte écologique générale et l'empreinte carbone, même juste de la production de la voiture. Sur le plan du transport des marchandises, même des animaux, vous savez que dans plusieurs régions éloignées du Québec où il y a des élevages importants, je pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense même à l'Abitibi, il n'y a pas d'abattoir sur place, donc les animaux sont déplacés vers des abattoirs de Québec ou dans le cas de l'Abitibi vers l'Ontario et ils retournent en petits paquets dans les épiceries là-bas. C'est la même chose pour beaucoup de produits forestiers aussi. Donc, on a de la marchandise qui circule en fait carrément inutilement. Donc, face à tout ça, depuis 92 surtout, mais même avant, il y a eu tout le discours autour du développement durable, d'économie, puis on utilise encore beaucoup ce secteur-là, ce symbole-là, où on dit on veut vraiment équilibrer le social, l'environnemental, l'économique, mais ça fait fi, en fait, de l'ordre hiérarchique de ces dimensions-là. Parce que, dans les faits, il n'y a pas d'économie sans une société et sans institutions sociales, et il n'y a pas de société sans les ressources de la biosphère. Et ce qu'on a tendance à oublier quand on parle de développement durable et qu'on met tout au même niveau, c'est que l'économie est une construction sociale. Donc, si on réalise que l'économie telle qu'elle fonctionne ne répond plus adéquatement aux besoins de l'ensemble de la population dans les limites des écosystèmes, la société peut la transformer. Cette même société, elle est déterminée, définie par son environnement. On aurait pu rajouter la culture entre la biosphère et la société aussi comme élément déterminant. Donc, on est à un moment, excusez-moi, là j'ai oublié, il y aurait un N apostrophe avant le A, mais c'est une citation de Régent Sanson, qui est un des fondateurs du CIROD et du CIREG. On n'a plus le temps de prendre les mauvaises décisions. Et souvent, dans l'urgence, on va pousser pour tel type d'intervention sans nécessairement aller dans une analyse plus complète. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire au CIROD, de rassembler des chercheurs qui vont utiliser différents outils de mesure pour bien évaluer les problèmes, les enjeux et surtout les solutions. Donc, travailler aussi sur des outils d'opérationnalisation. Et comme vous le savez, en fait, peut-être, le CIROD est un regroupement stratégique. Donc, dans le jargon, on a été créé par on vit grâce au FRQ. On a des chercheurs de 11 universités, 4 cégeps et 2 centres de recherche. Et on a des chercheurs qui se posent toutes sortes de questions aussi simples ou en fait qui répondent à différents types de questions. Par exemple, celle-là, si on la pose à Catherine Morancy de la Polytechnique, et vous, qu'est-ce que vous répondrez à cette question-là? Quel est le choix de voiture la plus écologique? Le vélo, oui, vous êtes bon. Vous êtes bon à think outside the box. En fait, effectivement, pour elle, c'est le soulier, en fait, qui est la voiture la plus écologique. Et je pense qu'on est à un moment où on doit réfléchir de cette manière-là. Je parlais de solutions, des fois, qui sont poussées tout azimut. On l'a vu, par exemple, en termes d'électrification des transports. On a des programmes où on encourage les gens à avoir une auto électrique, ce qui est très bien. C'est très clair que quand on analyse une voiture électrique et une analyse à essence, c'est une amélioration. Mais si on réfléchit plus globalement à ce qui serait le plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en ayant des bénéfices pour la santé, c'est davantage de politiques qui sont liées même à notre lieu de vie, la distance entre notre lieu de travail et le lieu où on habite. Ça, c'est le premier déterminant, en fait, lié ce qui nous permet le plus de réduire notre empreinte transport en matière de CO2. Ensuite de ça, ben oui, transport en commun et, en fait, vélo, ensuite transport en commun, et ensuite de ça, voiture électrique, et là, il y a différents types de voitures électriques. Ensuite de ça, voiture à essence, il y a différents types de voitures à essence. On peut penser au covoiturage, l'autopartage, tout ça. Donc, on a une panoplie de choix, de types d'interventions qui sont influencés, de par nos choix individuels, mais en grande partie nos choix collectifs. Quelqu'un qui veut, par exemple, utiliser le transport en commun, s'il n'y en a pas, c'est difficile de le faire. Donc, de là l'importance à la fois de travailler ensemble, à mettre en place des solutions. On peut penser que ça se fasse à travers les différentes initiatives en économie sociale et évidemment à travers nos politiques publiques. Alors, quelque chose qui peut sembler encore tout bête, quand je parlais de l'empreinte écologique, l'empreinte carbone en général,
On a été beaucoup ces dernières années à parler davantage du recyclage, de la valorisation, mais ce qu'on oublie, c'est que le geste le plus écologique, il est de l'ordre de la réduction. Donc, et pas juste dans le secteur des transports, de manière générale dans notre consommation. Et là, il y a la grande contradiction avec tout le discours autour de la croissance économique, parce que quand on parle de réduction de la consommation, et là, on touche toutes les questions de l'emploi et tout, de là, en fait, ce qui ressort de manière très intéressante autour davantage des stratégies autour de l'économie de fonctionnalité ou l'économie circulaire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour créer des objets durables qui vont créer de l'emploi, non pas tant dans le cycle du consommer-jeter, mais dans le cycle du prêt, donc de la gestion de la réutilisation, du partage, et aussi dans la réparation. Donc là, on rentre dans une autre dynamique où tu as une création d'emploi, parce que ça, c'est central, on le sait, même en termes de santé publique. Hein, l'emploi est un déterminant important de la situation économique, et l'économie est le plus grand déterminant de la santé, puisque, vous le savez, il a une incidence sur l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, tout ça. Mais bon, je ne m'étends pas, vous savez déjà tout ça. Parmi les outils dont on dispose pour essayer de prendre les meilleures décisions, mieux orienter les politiques publiques pour faire des meilleures interventions, il y a l'analyse cycle de vie. Donc, comment est-ce qu'on peut comparer un produit ou un choix à un autre en regardant son empreinte écologique de l'extraction de la matière première jusqu'à la production, différents types de transformation, distribution, il y a le transport entre tout ça évidemment, l'utilisation et la post-consommation. Comment est-ce qu'on peut en venir le plus possible à créer des objets avec une approche du berceau au berceau plutôt que du berceau au tombeau. Donc, limiter carrément la quantité de déchets, ce qui fait que le déchet d'une entreprise devient la matière première de l'autre. Donc, pourquoi la CV? Ah, flûte! Bon, l'image, ah oui, bon, c'est bon, ça paraît. J'étais un petit peu inquiète. Pourquoi un ACV, par exemple, dans le contexte du transport? Ça, c'est une diapo que m'a prêté mon collègue Manuel Marnier du CIREC, justement. On peut avoir l'impression de prendre une bonne décision justement avec l'auto électrique. C'est le cas au Québec parce qu'on est majoritairement avec une production d'énergie renouvelable. Par contre, si on va aux États-Unis ou si on va dans des lieux où l'électricité est produite avec du charbon, par exemple, eh bien, le gain environnemental, même si tu as zéro émission au moment de l'utilisation de la voiture, ou en tout cas très peu, l'émission, elle est transférée ailleurs. Donc, de là, l'importance d'avoir une approche analyse cycle de vie et de regarder à chacune des étapes comment est-ce qu'on peut éviter de déplacer les problèmes. Même chose avec l'ampoule électrique. Hein. Les ampoules fluocompactes, par exemple, on a présenté ça comme la panacée pendant un certain temps. C'est vrai que l'ampoule permettait de réduire la consommation énergétique, mais il y avait d'autres enjeux, notamment sur le plan de la santé, quand l'ampoule brisait les émanations de mercure, et quand elle brise encore maintenant, et le fait que quand elle est souvent allumée et éteinte, elle ne dure pas longtemps. Donc, le gain environnemental qu'elle est supposée faire n'apparaît pas. Donc, utiliser ces outils-là. Bon, je parlais de l'économie circulaire, ça c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus aussi, qui est un moyen très clair d'intervenir aussi pour réduire l'empreinte carbone, réduire les émissions, d'avoir des gens qui sont formés dans les entreprises, dans nos organisations publiques pour faire les meilleurs choix. C'est très important quand c'est question de rénovation de bâtiments, évidemment, quand c'est question de politique d'achat d'une organisation et autres. Et au Québec, on a la chance d'avoir de plus en plus de gens formés, que ce soit à l'UQAC, que ce soit à l'Université de Sherbrooke, avec des gens qui font des maîtrises en environnement et qui sont vraiment axés vers la prise de décision, l'opérationnalisation de la réduction. Des projets, par exemple, comme Mobilise ta ruelle, ou le projet Celsius, qui est un projet aussi avec les ruelles pour développer un réseau énergétique pour la récupération de chaleur sur la base de la géothermie. C'est des moyens qui sont intéressants, beaucoup plus quand on pense au changement climatique, en termes de résilience, en fait. Hein. On sait qu'on va faire face à des défis importants dans les prochaines années. Il y a des risques
de catastrophes naturelles qui sont plus grands. Donc, les liens de solidarité entre les gens pour faire face à ces défis-là sont importants. Les projets de ruelles, souvent, sont des moyens qui permettent aux gens de connaître leurs voisins, de s'impliquer. Là, c'est un projet de ruelle verte en hiver, donc elle est plutôt blanche. Mais il y a toute l'approche aussi verdissement, l'approche jardinage urbain aussi qui se développe dans ces initiatives-là. Donc, des bénéfices même sur le plan de la santé mentale. Des lieux de rencontre, les marchés publics, donc toutes les occasions où les gens peuvent créer des liens. Dans le secteur de la construction, il y a énormément de choses qu'on peut faire aussi. Bon, c'est l'exemple de la Maison du développement durable d'Équiterre, mais maintenant, c'est devenu presque un incontournable dans les universités quand il est question de construire un nouveau bâtiment. On a de plus en plus de bâtiments qui sont certifiés LEED Platine, une amélioration des pratiques, mais ce n'est pas généralisé. En termes de politique publique, si on en venait par exemple à une révision du code du bâtiment, ce qui est demandé depuis des années et qui tarde à être implémenté, c'est un moyen très, très clair de voir comment est-ce qu'on peut réduire les émissions à ce niveau-là. Puis on pense souvent efficacité énergétique, ce qui est effectivement le premier élément, mais il y a aussi toute la question de l'utilisation des matériaux, type de matériaux. Je pense aux toits, par exemple. Beaucoup de toits sont en bardeaux d'asphalte au Québec parce que c'est moins cher, ça a une durée de vie limitée et ça a une empreinte écologique très importante. Ensuite, on ne sait pas quoi faire avec. Fait qu'il y a l'énergie aussi nécessaire, quand on fait l'analyse cycle de vie, de ces produits-là. Tout le développement des quartiers durables, ça aussi, on a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Puis bon, vous connaissez les liens avec la santé liés à la qualité de l'air, liés à la sécurité aussi, et liés au fait que les gens, quand les milieux urbains sont plus verts, sont plus sains, ont davantage envie d'habiter en ville. Donc là, on réduit les effets rebonds positifs. On réduit l'utilisation de la nécessité de se déplacer, donc une part des émissions de gaz à effet de serre comme ça. Des projets innovants, c'est juste un exemple, les Serpentines, où on a des chercheurs de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal avec des chercheurs de l'ETS et beaucoup d'étudiants qui travaillent à un mode de déplacement qui fonctionnerait sur la base des champs magnétiques. Là encore, questionnement champs magnétiques, il y a des gens qui s'interrogent là-dessus, les liens sur la santé, mais d'un point de vue réduction des émissions, ça a un très, très grand potentiel. Nos choix alimentaires. Hein, tout à l'heure, on voyait la tarte côté agriculture. Souvent, on pense, bon, évidemment, au secteur bovin, aux élevages bovins, les émissions de méthane. Juste vous dire que ça devient une préoccupation de plus en plus grande parce que ce qu'on a réalisé, c'est que le méthane contribue beaucoup plus au changement climatique que ce qu'on pensait. Avant, on comparait de l'ordre de 1 pour 20 relativement au carbone en termes de contribution aux émissions. Et maintenant, les chercheurs parlent de plus en plus de 1 à 35. Donc, ça fait que quand on regarde les tartes, qu'est-ce qui est responsable de quoi, c'est particulièrement préoccupant. Et le méthane est d'autant plus préoccupant que lorsqu'on parle de la fonte du pergénisol, par exemple, si on en vient à cette fameuse augmentation de température de 1,5 à 2 degrés, mais c'est là qu'on craint l'effet d'emballement parce que c'est des quantités très, très importantes de méthane qui vont être émises dans l'atmosphère. Et après, bien, il y a l'espèce d'effet d'emballement aussi avec l'acidification des océans et la réduction de ses capacités d'absorber le carbone. Donc, de là l'importance de mettre tout en place le plus tôt possible pour la réduction des émissions. Donc, réduire notre consommation de viande est clairement positif. Puis, ce qui est intéressant, et dans le cas du cocktail transport, donc la réduction de l'utilisation de l'auto-solo, dans le cas du verdissement, dans le cas de la réduction de la consommation de viande, ce sont des choix, des décisions qu'on peut prendre qui sont non seulement bénéfiques pour le climat, mais pour la santé individuelle et la santé collective. Donc, je pense que c'est vraiment des options qui sont gagnantes à bien des égards, qui méritent d'être mises en lumière. C'est juste pour vous montrer les travaux, l'implication de certains de nos chercheurs dans des projets. Toute la question de l'éco-fiscalité est incontournable si on veut vraiment en venir à transformer le système économique et utiliser les règles du marché. L'initiative de Catherine Potvin avec une soixantaine de chercheurs canadiens aussi qui proposent des solutions est très porteur aussi. Juste une parenthèse, je vais finir après assez rapidement. Sur cette question-là, ils sont en train de publier un article où ils regardaient à quel point le discours positif derrière
la possibilité de changement face au changement climatique est beaucoup plus porteur que le discours catastrophiste. Et je pense que c'est important de se le rappeler. On a été longtemps, et je pense qu'il faut mettre en lumière nos résultats d'études qui sont extrêmement inquiétants. Mais en même temps, il faut aussi mettre en lumière à quel point des transformations d'habitudes, des transformations de notre mode de vie vont amener des sociétés où le bien-être va être plus grand. Donc souvent, on associe lutte au changement climatique à austérité, à un certain repli sur soi, à une certaine souffrance ou douleur individuelle, à un sacrifice. Alors que je pense qu'on a tout intérêt à montrer à quel point non, on va aller vers des sociétés qui vont être plus performantes, même au niveau environnemental, où il y aura moins de gaspillage de ressources, où il y aura plus de liens entre les gens parce qu'on va faire davantage de partage et ultimement, où on aura des sociétés qui vont être, où les gens seront plus heureux parce qu'on sait que c'est des déterminants intéressants. Bon, là, je passe très vite. J'avais plein de projets fascinants parce qu'on travaille avec des chercheurs qui font plein de choses très, très intéressantes, notamment au niveau de l'utilisation du big data et des technologies. Bon, un événement qui se tiendra à Montréal, mais juste terminer avec celle-là, parce que face au changement climatique, face à bien des défis qu'on a dans la société, souvent on attend le sauveur, le super-héros qui va venir tout régler. Je pense que comme chercheur, comme intervenant en santé publique, comme citoyen à bien des égards, on est tous des acteurs de changement et de transformation. Puis je pense que c'est peut-être la première réalisation, la première étape à franchir si on veut relever les défis entourant les changements climatiques, c'est de réaliser qu'on a tous plus de pouvoir qu'on serait porté à croire. Et d'autant plus quand on se met ensemble, quand on articule des solutions et qu'on les met de l'avant. De tout temps, c'est de cette manière-là que les humains ont progressé. On pense à notre système de santé. C'est parti d'une utopie d'avoir un système de santé universel, un système d'éducation universel. Alors, je pense qu'on doit se rappeler que c'est possible de faire les choses, d'autant plus quand on se met ensemble et s'inspirer des oies, pourquoi pas. Et je termine avec cette diapo-là. Ensuite, je vais m'asseoir très, très sagement. Alors, pourquoi les oies? Pas juste parce qu'on les voit en ce moment beaucoup, mais les oies ont cette particulier qu'elles se partagent le leadership et elles profitent les unes des autres du mouvement de celle qui a devant. Puis je pense que si on veut la mener à bien, cette transition-là qui s'impose, si on veut justement pas aller vers les catastrophes, mais vers des sociétés meilleures, on a intérêt à travailler ensemble et à voir comment on peut s'orienter dans une certaine direction. Merci, je m'en vais.